Bonsoir et bienvenue chers auditeurs de la 98.5 Sud FM Sen Radio. Il est 22h passé de 5 minutes, tout de suite le journal. Information de dernière minute, le gouvernement du Sénégal annonce le retour du couvre-feu sur l'axe Dakar-Thiès à partir de 21h à 6h du matin à compter de demain mercredi. Il s'agit là de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu. Drame à Thilmaka Mbakoul, des affrontements entre éleveurs et agriculteurs font un mort. Une situation désolante face à laquelle le Conseil national de la Maison des éleveurs demande l'intervention de l'État du Sénégal. Audit du fichier électoral, le Parti démocratique sénégalais réclame une place pleine et entière dans le processus. Le PDS a saisi le ministre de l'Intérieur pour y prendre part. Le traitement des cas graves, un réel problème à Sédhiou pour cause cette région ne dispose nullement d'un centre de réanimation. La plupart des cas sont évacués à Ziguinchor. S'en suivra l'actualité hors de nos frontières et la page des sports. Dans un court instant, le développement. Pape Abdoulaye Dieye assure la partie technique. Sud Nuit. Josette Kali. Qui vous dit bonsoir. Information de dernière minute, le gouvernement du Sénégal annonce le retour du couvre-feu sur l'axe Dakar-Thiès à partir de demain de 21h à 6h du matin. Il s'agit là de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu partiel. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur et son homologue de la Santé. Mort d'un berger, c'est le résultat des affrontements entre agriculteurs et éleveurs à Thilmaka Mbakoul. N'eût été l'intervention de la gendarmerie, le bilan serait alourdi. Une situation pas du goût du Conseil national de la Maison des éleveurs qui demandent à l'État de réagir. Babacar Sow. Affrontement entre agriculteurs et éleveurs. Un berger a été tué à Thilmaka Mbakoul, une commune du département de Tivaouane, par fusil. Une situation qui n'est pas pour plaire aux éleveurs sénégalais qui, par la voix du président de son conseil national, parle d'un problème très sérieux dans cette localité, d'où l'appel lancé à l'État par les éleveurs pour un tracé réglementaire afin de trouver une cohabitation pacifique entre eux. Une revendication brandie à l'endroit des autorités. Ismaël Sow, président du conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal. Un berger qui est dans la commune de Pékès par Fissi, des problèmes très sérieux, mais nous voulons cohabitation en paix. Donc on ne peut pas le faire sans qu'on trace des pistes très claires et des règlements très clairs pour nous permettre de vraiment vivre en paix. Donc j'ai en train de consulter mes camarades des éleveurs, aussi voir ce que nous pourrons faire. En tout cas, revendication que nous devrons fournir aussi l'État. Selon Ismaël Sow, le pire se serait produit si les gendarmes de la localité n'étaient pas intervenus à temps. Une demande pressante pour la création d'une commission nationale de la réforme foncière. Ismaël Sow. Je profite de l'occasion de remercier les forces de sécurité et de défense, la gendarmerie, parce qu'ils sont venus très tôt pour intervenir. Le gouverneur de la région de Thiès, l'année dernière, au mois de décembre, vraiment, il a organisé une rencontre pour discuter des difficultés qui existent entre les éleveurs et les agriculteurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours demandés auprès de l'État que l'État doit regrouper tous les codes qui existent et créer une commission nationale de réforme foncière. On les donne large délai qui les permettent pour qu'ils sortir une proposition qui nous permette de régler cohabitation entre les éleveurs et les agriculteurs. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Le Parti démocratique sénégalais demande sa participation à l'audit du fichier électoral et aux réformes de la loi électorale. Le secrétaire national adjoint chargé des élections a adressé une lettre au ministre de l'Intérieur pour réclamer une place pleine et entière dans le processus selon les termes de la missive signée Dr Cheikh Dieng que nous écoutons au micro de Amadou Moustapha Dieng. Nous avons réitéré donc cet appel en direction de l'opposition. Le président Alouad, vous vous rappelez, avait averti l'opposition qu'il n'était pas possible de gagner des élections au Sénégal avec un tel fichier électoral. Nous continuons donc dans cette même logique, dans cette cohérence dans notre démarche, donc de réclamer cet audit. Maintenant que le président Macky Sall l'a accepté, en tant que le premier parti d'opposition au Sénégal, le parti plus significatif au plan politique
national, nous exigeons effectivement de pouvoir participer à ce processus d'audit électoral qui, de notre point de vue, n'a rien à voir avec le dialogue que le président Macky Sall avait organisé et qui n'était qu'un simulacre. Justement, le dialogue, vous en parlez, mais quand même, comment comprendre cette démarche quand on sait que votre parti, le PDS, avait refusé de participer au dialogue qui, aujourd'hui, semble porter ses fruits avec l'audit du fichier électoral en question? N'est-ce pas plus ou moins contradictoire? Vous le savez bien, tous les Sénégalais savent que le dialogue avait des objectifs de facilitation de la transhumance que nous avons observé de certaines franges de l'opposition, dont nous savions de cette mascarade. C'est pourquoi nous avions assumé et nous continuons de l'assumer que nous ne faisons pas partie de ce dialogue. Nous récusons l'audit du fichier électoral est un exercice normal, est un exercice régulier, donc que le pouvoir organise à la suite de chaque élection. Et aujourd'hui que le pouvoir a enfin accepté de mettre en place les conditions d'un audit sincère du fichier électoral, du processus électoral et par la suite donc des réformes nécessaires de la loi électorale qui ressortiront donc des conclusions de cette audit, nous estimons, avec toutes les informations que nous avons sur les manipulations qu'il y a eu dans le fichier électoral, devoir participer, devoir assumer notre responsabilité historique de mettre le pays dans des conditions normales d'alternance à travers des lois électorales, à travers un fichier électoral transparent et qui soit dépouillé de toutes les manipulations que le pouvoir y avait. Dans le cadre de la modernisation de l'exploitation agricole, 62 unités du groupement intervillageois des producteurs des communes de Tchombi, Gandiaye ont reçu du matériel agricole subventionné dont la valeur est de 34 millions. La cérémonie de réception de ce matériel agricole a eu lieu à Gandiaye en présence du directeur du développement rural de Kaolack, Mamadou Camara. Dans le cadre de la modernisation de l'exploitation agricole, 62 unités du groupement intervillageois des producteurs des communes de Gandiaye et Tchombi ont reçu leur matériel. Hamidou Diop est le président du cadre de concertation des producteurs d'arachide, par ailleurs membre du dit groupement. Les producteurs réunis en groupement intervillageois de producteurs d'arachide ont manifesté leur intérêt auprès du ministère de l'Agriculture qui a bien voulu donc leur accorder une subvention d'une enveloppe qui tournerait autour de 34 millions. Cela consiste à 25 houssines, 25 semoirs, 5 charrettes azines, une batteuse à mil et une batteuse d'arachide, et que la subvention est de 70%. Donc nous tenons donc à remercier vivement donc les autorités pour cet acte symbolique et que tous les producteurs puissent renouveler leur équipement agricole. Vous savez, la baisse du matériel influe négativement sur les rendements. Donc le JIPA donc de Gandiaye est en très bonne voie du fait de leur système d'organisation, mais de l'engagement surtout des membres. Ceci aussi grâce à l'accompagnement des différents maires et de par notre système d'organisation. Chaque année, il y aura d'autres bénéficiaires. Nous allons continuer nos collaborations avec l'État. Nous avons d'autres programmes similaires du moment que nous sommes résolument engagés à nous lancer dans une dynamique de remboursement. Parce que chacun se dit que pour Sobidouré Seman, donc je ne serai pas pratiquement le dernier. Les critères, il faut être un bon producteur qui rembourse ses dettes. La subvention est à hauteur de 70%. Pour une enveloppe de 34 millions, le groupement n'a contribué qu'à hauteur de 6 millions 600. Et donc c'est 62 bénéficiaires. La cérémonie de remise de ce matériel agricole a été présidée par le directeur du développement rural de Kaolack. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. De 2012 à nos jours, l'État a injecté dans la région de Kaolack 40 milliards dans le renouvellement du matériel agricole, 80 000 tonnes de semences pour l'arachide et 70 000 tonnes pour l'engrais. Et à la date du 5 janvier 2021, 4 000 tonnes sont réceptionnées au niveau des huileries, dont 2 000 tonnes à la Copéol et près de 400 tonnes à la Sonacos Lindiane, selon Dr Souleymane Diop, le directeur du développement rural de Kaolack. Avec le démarrage des exportations, la situation peut changer. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Camara. Au niveau de la région, depuis 2012 à ce jour, l'État a injecté 40 milliards pour 151 000 unités, aussi bien petit matériel, gros matériel, c'est-à-dire des tracteurs, des semoirs, des houssines, des charrettes, des bâtis arara, etc., etc., pour un global de 40 milliards. Plus maintenant les semences. Si on prend les semences d'arachide, l'État a injecté près de 80 000 tonnes de semences d'arachide. Idem pour l'engrais, environ 70 000 tonnes.
ce qui fait globalement un montant global de 40 milliards injectés pour la région de Kaolack. De 2012 à 2012. Oui, actuellement la campagne se déroule normalement. Il y avait une petite pause concernant donc les exportations de l'arachide. Et là, il fallait réunir les acteurs pour qu'au moins les gens s'entendent un peu sur le prix pratiqué au niveau du marché. Et c'est ce qui a été fait et les exportations ont démarré depuis lundi 4 janvier 2021. Oui, cette année, globalement, nous sommes environ à 4000 tonnes de commercialisées pour l'arachide d'huilerie et pour les semences nous sommes environ à 30 000 tonnes. Pour l'usine Sonacos, la commercialisation se situe environ à 400 tonnes. Pour Copéol, nous sommes à 2000 et quelques tonnes et pour WOW, nous sommes environ à 1000 tonnes. Sud FM, l'info, c'est ici. À Sédhiou, un cas grave de Covid-19 est en cours de traitement sous assistance respiratoire. La victime est une dame qui fait la navette entre Dakar et Sédhiou. En l'absence d'un centre de réanimation dans toute la région de Sédhiou, son transfert à Ziguinchor s'offre comme ultime recours de prise en charge médicale. Les détails avec Moussa Dramé. Ce cas communautaire de Sédhiou est en effet une dame dont l'âge, l'identité et le domicile n'ont pas été révélés. Selon nos informations, elle est souvent en déplacement entre Dakar et Sédhiou. Elle se serait présentée à l'hôpital de Sédhiou et se plaignait de douleurs dont les symptômes étaient similaires à ceux du coronavirus, rapporte une source médicale. Les prélèvements effectués sur elle sont revenus positifs, renseigne la même source qui précise que la dame développe une forme grave de la maladie. En milieu de journée ce mardi, elle était sous assistance respiratoire et devrait être référée vers un centre de prise en charge des urgences à Ziguinchor, d'où le plaidoyer pour doter Sédhiou d'un centre de réanimation en prévision des cas graves de la maladie. Même si les mesures barrières ne sont pas totalement respectées à Sédhiou, la région est restée tout de même au vert, donc sans cas positifs de Covid-19 ces 3 derniers mois. Depuis l'apparition de la maladie à coronavirus le 26 avril 2020, la région a enregistré 145 cas testés positifs, dont 6 décès. Les techniciens de santé, tout comme les autorités administratives, exhortent les populations au respect strict des mesures barrières pour rompre la chaîne de transmission communautaire. Mais d'ici là, il va falloir retracer le parcours de cette dame en cours de réanimation et surveiller les mouvements de foule. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Donc, couvre-feu allant de 21h à 5h du matin dans ces 2 régions, qui concentrent plus de 90% des cas de Covid plan national. J'invite dès lors les membres du gouvernement à prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures relevant de leur secteur, afin d'assurer l'application rigoureuse de l'état d'urgence sur le territoire concerné. Dans ce contexte, je demande aux populations de se conformer aux dispositions de prévention individuelle et collective, en évitant les déplacements non essentiels, même pendant la journée, les rassemblements et autres réunions publiques et privées, en observant en permanence le respect des gestes barrières et le port obligatoire du masque dans les transports et lieux publics, notamment dans les marchés. J'indique dans le même élan la nécessité de veiller au renforcement permanent des contrôles sanitaires au niveau de nos frontières terrestres, maritimes et aériennes, bien entendu, et je renouvelle mon soutien au personnel de santé et demande au gouvernement de veiller à l'amélioration continue de leurs conditions de travail. Je rappelle les efforts sans précédent déployés dans le cadre de Force Covid-19 pour renforcer les infrastructures et équipements sanitaires, à l'image du nouveau service des maladies infectieuses et tropicales de Fann, mais également à travers les différents programmes d'investissement qui ont été réalisés au cours de l'année 2020, la fonctionnalité des centres de traitement des épidémies, des services d'urgence et d'accueil et de réanimation. J'ai également ordonné qu'une stratégie nationale de vaccination nous soit proposée dans les meilleurs délais pour prendre en charge et en priorité la vaccination du personnel médical et des groupes cibles
qui nécessitent la plus grande attention. Bien sûr, le Sénégal continue sa collaboration dans le cadre de l'initiative COVAX avec Gavi et l'OMS. Ceci n'est pas contradictoire. Et c'est dire également que malgré cette nouvelle vague ou cette poussée épidémique au plan international, la poussée elle est partout. Le Sénégal dispose de ressources humaines et matérielles, mais également financières, pour agir efficacement afin de contenir la propagation de la maladie. Voilà pourquoi j'en appelle à la mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation, qui, dans un élan solidaire, doit asseoir sa résilience face à cette pandémie. Je compte sur la collaboration et l'engagement communautaire, ainsi que sur le soutien des notabilités religieuses et coutumières, des élus, maires, présidents de département, mais de l'ensemble des élus, des jeunes, des femmes, pour accompagner le travail patriotique de nos voyants personnels de santé et de sécurité. Je souhaite également que la riposte se mène au niveau, à l'échelle de la commune, pour une appropriation plus adaptée et des résultats plus efficaces. Et à compter de demain, en Conseil des ministres, nous verrons en détail les mesures qui vont accompagner cette nouvelle phase dans la lutte contre la Covid. Mais il faut une dimension particulière pour la stratégie vaccinale, au même moment que nous devrons faire face, bien entendu, aux cas graves qui sont dans nos hôpitaux. C'était à l'instant le chef de l'État Macky Sall qui rendait publiques les nouvelles mesures de lutte contre la Covid-19, à savoir le retour de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu partiel dans les régions de Dakar et de Thiès à partir de 21h jusqu'à 6h du matin. La plupart du personnel du SAMU national de Grand Dakar a arboré le brassard rouge pour réclamer leur prime de Covid-19, mais aussi pour dénoncer les conditions de travail et le statut des agents de santé communautaire. Les agents exhortent l'État à revoir le plateau médical vétuste. Abdoulaye Malik Gueye, délégué du personnel du SAMU municipal de Grand Yoff, et au micro de Marcel Ismaël Koli. Le motif de ce port de brassard rouge est très simple. Le président de la République a alloué à la santé un montant de 75 milliards pour achat matériel et motivation du personnel pour la prime Covid-19. Alors, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, avec qui son ministre Abdoulaye Diouf Sarr, son ministre de tutelle, il a donné aux étatiques tout leur argent. Et les agents municipaux, une partie a reçu 4 mois, l'autre partie n'a rien reçu. Et je pense qu'il y a une pyramide sénégalaise. Ici au Sénégal, il y a une pyramide sanitaire. Ça commence par les postes de santé, les centres de santé et les hôpitaux. Et on constate que la proximité avec les populations, comme vous pouvez bien le voir, la structure est pleine. Donc la proximité, c'est les centres de santé. Donc il faut valoriser ces centres de santé-là, valoriser ce personnel. Et il n'y a qu'un seul système sanitaire au Sénégal. Donc il ne faut pas qu'il y ait une discrimination. Donner à une partie, laisser l'autre partie, c'est ce qui n'est pas normal. C'est pourquoi aujourd'hui, nous portons ces brassards rouges pour réclamer notre dû. Bon, nous voulons que l'État prenne en charge ces ASC-là. C'est des agents de santé communautaire. Parce que pour leur rémunération, ils ont élaboré une clé de répartition de 25% des recettes de la structure. Et ces 25%-là, quand on les calcule, c'est des sommes souvent dérisoires. Ils ne peuvent même pas payer la location. Et c'est ces ASC-là qui font la majorité dans les structures sanitaires. Par exemple, au sein municipal, on peut compter 49 titulaires agents permanents et 152 agents ASC. Si vous prenez l'exemple du laboratoire du SAMU municipal, il n'y a pas d'agents permanents. Il n'y a que des agents ASC qui y travaillent matin et jour. Donc ces gens-là, l'État doit revoir leur statut et vraiment pour qu'ils aient quelque chose de considérable afin de gérer les familles et autres. Parce que le plateau médical est vétuste. Donc nous voulons que le président de la République, par-delà son ministère de la Santé et de l'Action sociale, parvienne à installer en tout cas plateau médical adéquat dans les structures, parce qu'on prend souvent des patients dans les ambulances, faute d'oxygène, ces patients décèdent. Aux urgences, nous venons aux urgences, nous n'avons pas d'oxygène. On court un peu partout pour en trouver. Donc
dans un pays qu'on dit émergent, vraiment, on ne doit pas en être là. On doit dépasser ce stade-là. Et vraiment que le président de la République prenne des réformes considérables pour cette santé au Sénégal. Parce que quand une personne n'est pas saine, quand une personne est malade, tu ne peux rien faire. Et là, ça bloque l'économie même. Donc, la santé est un socle très important dans le dispositif. C'était à l'instant Abdoulaye Malick Gueye, délégué du personnel du SAMU municipal de Grand Yoff, qui répondait aux questions de Ismaïla Marcel Colly. Malgré la seconde vague de Covid-19, le SAMU municipal continue d'accueillir des malades dans tous les services, une affluence qui s'explique selon le personnel trouvé sur place par le port obligatoire de masques. Ismaïla Marcel Colly. Au SAMU municipal de Grand Yoff, malgré la propagation du coronavirus, tous les services continuent d'accueillir des malades. C'est le constat fait sur place. Cette forte affluence s'explique selon Abdoulaye Malick Gueye, délégué syndical, par le port obligatoire de masques à tous les soignants et malades. Les malades continuent à affluer parce que tout au début, ils avaient peur de contracter la maladie parce qu'il y avait trop de bruit autour de la Covid. Donc les gens avaient peur. Ils allaient dans les pharmacies s'approvisionner et ensuite ils rentraient chez eux. Quelquefois, ils n'allaient même pas dans les pharmacies ni des hôpitaux. Mais depuis qu'on a exigé le port des masques, tous les patients portent leurs masques et ils viennent fréquenter. D'ailleurs, si vous voyez là, l'hospitalisation et les urgences, la maternité, il y a aussi les dames qui viennent pour faire la vaccination pour leurs enfants. Elles sont toutes là, les patients sont sur place. Les motifs de consultation dans ce centre sont surtout la grippe et le paludisme, nous dit toujours Abdoulaye Malick Gueye. Souvent, les patients qui viennent ici se font consulter souvent pour cause de grippe ou de paludisme. Parce que, figurez-vous, il y a d'autres maladies qui sont là, qu'on oublie et qui sont mortelles, comme la Covid-19. Le paludisme tue, le diabète, la tuberculose, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas que la Covid qui est là. Il y a plusieurs maladies qui sont là, qui peuvent porter atteinte à la vie humaine. Les gens sont là, ils se font consulter. Il y a aussi des spécialistes qui sont là, qui viennent, et les gens aussi ils prennent leur rendez-vous et ils viennent se faire consulter. Tous les services sont fonctionnels au niveau du SAMU municipal. 24 heures sur 24. Chaque jour que vous venez, même les dimanches, vous trouvez des gardes qui sont là, des médecins, tout ça. Et il y a des patients qui viennent, de jour comme de nuit. Du service d'urgence à la médecine générale, en passant par le service dentaire jusqu'au service de vaccination des enfants, les malades sont partout visibles. La plupart des agents trouvés sur place ont arboré leur brassard rouge pour réclamer leur prime de Covid, mais aussi dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Hors de chez nous, élections sénatoriales aux États-Unis, les enjeux sont importants, surtout pour l'étape de Géorgie qui doit séparer ce mercredi les républicains et les démocrates. Si les républicains gagnent un seul poste dans l'État de Géorgie, ils obtiendront la majorité au niveau du Sénat. Et si les démocrates remportent les deux postes, le président Joe Biden aura la main libre pour dérouler son programme. Une victoire des républicains pourrait rendre difficile la gouvernance de l'actuel président. Toutefois, la chance reste du côté des démocrates, selon notre correspondant aux États-Unis, Dame Babou, joint par Adam John. C'est extrêmement important le vote qui se passe aujourd'hui dans l'État de Géorgie, parce que simplement, il y a au niveau du Sénat aujourd'hui, après les élections du 3 novembre, les démocrates sont en minorité avec 48 voix sur 100 et les républicains, c'est 52 sur 100. Donc, cela veut dire que si aujourd'hui les républicains gagnent une seule des deux compétitions au niveau de l'État de Géorgie, les républicains resteront toujours au niveau de la majorité, au niveau du Sénat, et c'est extrêmement important. Alors que si les démocrates gagnent les deux postes en compétition, ce sera 50-50 et la vice-présidente qui va venir le 20 janvier sera donc la présidente du Sénat. Donc, les démocrates vont avoir la majorité. Et c'est pas aussi insignifiant qu'on puisse le penser, parce que c'est le chef de la majorité du Sénat qui décide de l'agenda économique, qui décide de l'agenda des votes, l'agenda législatif et tout. Cela veut dire donc que si le républicain reste dans la majorité, même avec une seule voix, le futur président Biden aura énormément de difficultés. Alors que si c'est 50-50, c'est donc le chef de la majorité sera le partisan du nouveau président. Donc, c'est extrêmement important. Ce qui s'est passé au mois de novembre, c'est très simple, c'est que dans cet état de Géorgie, la compétition
sénatoriale. La règle est différente dans les autres États parce que pour passer, il ne suffit pas d'avoir la majorité, mais il faut avoir la majorité absolue. Et aucun des candidats n'avait donc la majorité absolue. C'est pourquoi que les deux postes sont en compétition aujourd'hui. Cette compétition de rattrapage. Aux États-Unis, les prévisions maintenant, depuis, si vous voulez, 2016, les gens sont très prudents. Dans ce sens-là, les experts et les observateurs sont très prudents sur ce plan-là. Mais aujourd'hui, on pense que les démocrates sont en meilleure position pour plusieurs raisons. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour. Covid-19 au Sénégal. Dans la deuxième quinzaine du mois de décembre 2020, 106 cas ont été déclarés positifs au niveau du district sanitaire de Kaolack, lequel district sanitaire a enregistré plus de 300 cas depuis le début de la pandémie. Dr Niensek, médecin-chef du district sanitaire de Kaolack, invite les populations à un engagement communautaire pour faire face à la propagation de la pandémie dans cette région centre. Dr Niensek est au micro de Mamadou Camara. Nous avons enregistré plus de 100 cas, tout au niveau de la commune de Kaolack, parce que ça se comprend. La région de Kaolack, c'est vraiment la commune de Kaolack en termes de surpopulation, en termes de promiscuité, en termes de rassemblement, en termes de mobilité à travers les transports. Donc c'est une ville carrefour. Donc les conditions sont réunies pour une forte propagation du virus. Mais néanmoins, la situation est quand même maîtrisée parce qu'on a des organisations communautaires de base à l'image des CDS qui nous accompagnent dans l'engagement communautaire. Oui, le dispositif a été déjà mis en place avant même qu'on enregistre un cas. Parce que le premier cas qui a été enregistré au niveau de la région, c'était le 24 avril. Et le dispositif était déjà mis en place. Et c'est ce dispositif qui continue. On a eu des pics au mois d'août et de septembre, mais nous avons fait face. Aujourd'hui aussi, on a un pic. Nous faisons face en collaboration avec tous les acteurs, mais surtout les acteurs au niveau communautaire. Parce que au niveau de cette pandémie, ce n'est pas seulement les acteurs de la santé qui doivent la combattre, c'est surtout la communauté par rapport à la sensibilisation pour le respect des mesures barrières. Par rapport à la prise en charge, nos équipes sont déjà formées, rodées dans le cadre de la prise en charge de dépistage. Parce que déjà, le laboratoire est disponible ici au niveau des centres de santé. Tous les tests se font ici. Tout le personnel aussi est formé par rapport au dépistage, par rapport à la prise en charge des malades. Donc, pour l'instant, on fait face. Malgré qu'on a un nombre important de cas, on gère, on n'est pas encore débordé. Donc, les malades graves sont référés au niveau du centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional. Mais aussi, il faut aussi voir au niveau de Kaolack, le privé est fortement impliqué. Donc c'est tous les acteurs de la santé, les structures de santé, que ce soit public ou privé, qui sont impliqués dans la prise en charge. Jusqu'à aujourd'hui, on fait face, malgré les difficultés, malgré le nombre élevé de cas. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Info Santé. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Josette Kali. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le gouvernement du Sénégal annonce le retour du couvre-feu sur l'axe Dakar-Thiès à partir de demain 6 janvier de 21h à 6h du matin. Il s'agit là d'un état d'urgence assorti d'un couvre-feu partiel. Vous avez eu à écouter le chef de l'État Macky Sall par rapport à ces nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus. Drame à Thilmakamba-Koul, des affrontements entre éleveurs et agriculteurs font un mort, une situation désolante face à laquelle le Conseil national de la Maison des éleveurs demande l'intervention de l'État. Audit du fichier électoral, le Parti démocratique sénégalais réclame une place pleine et entière dans le processus. Le PDS a saisi le ministre de l'Intérieur pour y prendre part.
Le traitement des cas graves, un réel problème à Sédhiou pour cause cette région ne dispose nullement d'un centre de réanimation. La plupart des cas sont évacués à Ziguinchor. Ça n'est suivi l'actualité hors de chez nous et la page des sports. Merci de nous avoir écoutés. Tout de suite après, vous pourrez suivre Sud Éducation et votre émission Rétro Sport présentée par El Hadj Malick Ndiaye et Pape Dieng.